Cheikh Anta Diop, l'unité culturelle de l'Afrique noire. Chapitre 2. Critique de la thèse classique d'un matriarcat universel. Cette critique pourrait avoir une utilité appréciable sur le plan des recherches historiques. En effet, s'il était prouvé, contrairement à la thèse généralement admise, qu'au lieu d'un passage universel du matriarcat au patriarcat, l'humanité s'était dès l'origine scindée en deux berceaux géographiquement distincts, dont l'un propice à l'éclosion du matriarcat, l'autre à celle du patriarcat, et que ces deux systèmes se sont rencontrés et même disputé les différentes sociétés humaines, que par endroits ils se sont superposés ou juxtaposés. On commencerait à élucider l'un des points obscurs de l'histoire de l'Antiquité. On disposerait dès lors d'un critique permettant d'identifier certains vestiges du passé, tels les traces indéniables de matriarcat à l'époque égéenne. La thèse classique, qui est aussi adoptée par la plupart des sociologues et des ethnologues, c'est celle de Durkheim, a été déjà mise en doute par Van Gennep, qui lui-même s'appuyait dans une certaine mesure sur les travaux de Grabney. La position qu'a vis-à-vis de ce problème M. Grabney est, si je comprends bien sa phrase, la suivante. Il me semble, dit-il, qu'au moins en Australie, l'un des systèmes de filiation n'est pas un développement continu de l'autre, mais qu'ils se sont rencontrés et mélangés, l'un des systèmes conservant la prépondérance dans une région et l'autre dans l'autre. C'est dire, je pense, que des populations à filiation masculine seraient arrivées au constat de populations à filiation utérine et qu'il y aurait eu compénétration des deux systèmes, l'un et l'autre étant originairement des institutions autonomes. Le fait est que dans plusieurs tribus de l'Australie centrale, on trouve appliqués ensemble les deux systèmes de filiation. Chez les Arunta, par exemple, où la filiation masculine régit la majeure partie des institutions, on constate en même temps des traces indéniables de filiation utérine, qui témoignent, dit M. Dumke, de sa préexistence. Van Gennep montre que la position de Durkheim sur ce problème n'était pas nette et que par moments il semblait admettre l'autonomie originelle de chaque système. C'est à la suite de l'étude critique du second volume de Spencer et Gillem que sa position fut déterminée. Résumant son argumentation, il affirme enfin nettement l'antériorité de la filiation utérine sur la filiation paternelle est tellement évidente que les différentes sociétés dont nous venons de parler, elle est démontrée par une telle abondance de preuves qu'il nous paraît difficile de la mettre en doute. Van Gennep accuse Durkheim d'avoir résolu le problème sans l'avoir formulé. La seule chose que celui-ci aurait démontré dans son étude approfondie des relations matrimoniales dans les sociétés océaniennes, c'est une combinaison à l'infini des deux systèmes de filiation, mais non l'antériorité de l'un sur l'autre. L'antériorité et l'infériorité de la filiation utérine pourraient bien ne tenir dans nos théories qu'à un préjugé. Nos civilisations européennes, tout en décelant par endroits des traces utérisme, sont tellement fondées sur d'autres systèmes que notre tendance inconsciente est de considérer la filiation masculine comme supérieure, comme culturellement postérieure à l'autre. C'est ce principe que nous appliquons à autrui. Comme de juste, on a expliqué après coup cette théorie a priori. On a dit que la parenté de l'enfant avec la mère ne saurait faire aucun doute, alors que la parenté avec le père n'est guère certaine, surtout pour des sauvages. Mais on s'est bien gardé de faire précéder cette affirmation d'une étude approfondie des opinions des sauvages sur le mécanisme de la conception. Étude qui, malgré quelques travaux de détail, reste encore à faire aujourd'hui. Il semble que la tendance inconsciente que mentionne Van Gennep chez l'occidental, dont la civilisation est tellement fondée sur le patriarcat,
justifie la hiérarchie établie par Bischoffen entre le matriarcat et le patriarcat. On se souvient que pour lui, le patriarcat est synonyme d'aspiration spirituelle vers les régions divines du ciel, de pureté et de chasteté morale, tandis que le matriarcat est synonyme de dépendance passive de la vie terrestre, matérielle, des besoins du corps. Au lieu que l'épanouissement de l'être qui est lié au matriarcat, et particulièrement de la femme, que le respect dont celle-ci est entourée lui apparaisse comme le véritable progrès et l'aide à établir une hiérarchie objective des valeurs, il ne verra dans cet ensemble d'institutions favorables à la femme et à la personne humaine en général que l'expression d'une liberté dangereuse, presque satanique. La hiérarchie ainsi établie entre les deux systèmes manque donc de fondement objectif. Une première critique importante qu'on peut faire à la thèse de Bischoffen, c'est qu'elle comporte une lacune majeure qui n'a pas été suffisamment mise en relief. La démonstration du passage universel d'un matriarcat à un patriarcat n'est scientifiquement acceptable que si l'on peut prouver, au sein d'un peuple déterminé, que cette évolution interne s'est bien effectuée. Or, cette condition n'a jamais été remplie dans les travaux de l'auteur. On n'a jamais pu déterminer une époque historique à laquelle Grecs et Romains auraient connu le matriarcat. On tourne la difficulté en leur substituant les peuples aborigènes qu'ils ont trouvés sur place au moment de leur sédentarisation et qu'ils ont détruits en tant que représentants d'une culture qui leur était étrangère. C'est ainsi qu'on est obligé de remonter aux Étrusques, entièrement supprimés par les Romains, pour démontrer l'existence du matriarcat en Italie. Or, rien n'est plus douteux que le gynécocratie étrusque, ainsi qu'il sera établi ci-après. Quand il s'agit des Athéniens, c'est chez les Pélages qu'il faut chercher les éléments justificatifs d'un matriarcat. Lorsqu'on l'examine de près, la thèse de Bischoffen apparaît comme antiscientifique. Il est improbable que des berceaux aussi différents géographiquement que les steppes eurasiatiques, propices à la vie nomade, et les régions méridionales du globe, en particulier l'Afrique, propices à l'agriculture et à la vie sédentaire, aient engendré les mêmes types d'organisation sociale. Cette critique prend toute sa valeur si l'on admet l'influence du milieu sur les formes sociales et politiques. En supposant que le matriarcat est né dans le sud et le patriarcat dans le nord, que le premier a précédé le second dans le bassin méditerranéen, et qu'en Asie occidentale, les deux systèmes se sont superposés par endroits, l'hypothèse d'une évolution universelle de l'un à l'autre cesse d'être nécessaire. Les lacunes des théories s'effacent et l'ensemble des faits devient explicable. Rang de la femme, mode d'héritage, dot, nature de la parenté, etc.